Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Ce podcast vise à donner la parole aux professionnels de l'accompagnement à la personne pour partager des moments marquants de leur vie professionnelle. Je suis Ayat Kamissi, chef de service dans le médico-social. Je suis Sylvain Barieux, chef de service aussi dans le médico-social. Alors aujourd'hui, on accueille Amandine Doré, éducatrice. Je vais la laisser se présenter. On a aussi Emeline Bouchard, psychologue avec nous, et bien sûr Ayat Kamissi. Amandine, je te laisse te présenter, puis présenter ta situation. Bonjour à tous. Alors moi c'est Amandine Doré, je suis éducatrice spécialisée avec un parcours essentiellement en protection de l'enfance depuis 2009. Voilà, en foyer et puis aussi en milieu ouvert dans un service d'AEMO pendant quelques années. Alors AEMO, si tu peux... Assistance éducative en milieu ouvert, voilà, Ouais. sur l'ordonnance du juge des enfants. Donc ça, j'ai fait ça sur Bordeaux pendant 8 années et parallèlement donc à ces expériences-là, j'ai repris mes études où j'ai passé une licence en psycho à la fac de Toulouse, puis j'ai fait ici sur Bordeaux un diplôme universitaire en psychocriminologie. Ce qui m'a conduit en fait il y a 1 an et demi à changer un peu de public ou en tout cas de type de structure dans lequel je travaille. Et je travaille depuis dans un dispositif d'hébergement et d'accompagnement pour les personnes placées sous main de justice. Voilà, avec un cadre judiciaire particulier puisqu'on accompagne essentiellement des personnes qui sont en aménagement de peine dans le cadre donc de leur condamnation, ce qu'on appelle le placement à l'extérieur. Ok, Voilà. main de justice, c'est ça. C'est la justice qui a encore un peu la main sur... C'est tout. Alors, l'intitulé personnes placées sous main de justice, c'est pour notifier toutes les personnes qui ont des mesures judiciaires, qu'elles soient en présententiel, donc avant d'avoir été jugées, qu'elles soient après, ça peut être du contrôle judiciaire. Toute personne qui bénéficie d'une mesure judiciaire, on appelle des personnes placées sous main de justice. Ok. Eux, la particularité des publics là que nous on accueille, en fait, c'est qu'ils ont été donc condamnés, ils ont fait une période de détention, et là ils sont en fin de peine. Ils ont demandé un aménagement de peine, en fait, et l'aménagement de peine qu'ils ont bénéficié, c'est le placement à l'extérieur. Tous ceux de ton service, ils sont en fin de peine. T'en as pas Oui. qui sont là avant la peine. Non. Dans notre service, non. Il existe des mesures de placement à l'extérieur qui peuvent, ce qu'on appelle ab initio, ça veut dire au tout début de la peine. Par exemple, pour les peines assez courtes, on peut aménager totalement la peine depuis quelques années et donc faire la peine en extérieur, en fait, ne jamais entrer en détention. Mais nous, ça c'est dans l'organisation, en tout cas, il y en a quasiment pas qui se réalisent sur la région, en tout cas, parce que ça demande une organisation un peu particulière. Ça voudrait dire avoir un hébergement disponible tout de suite quand les personnes sortent tout de suite d'audience. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Il y a cette notion d'hébergement, c'est-à-dire que ce sont des personnes que vous accueillez avec des logements que vous gérez. Oui, obligatoirement. Okay. En fait, l'aménagement de peine, c'est un placement à l'extérieur du centre de détention. La personne est toujours sous écrou, donc sa peine n'est pas terminée. Elle est toujours sous écrou. Et en fait, il existe les aménagements de peine les plus connus, ça reste le bracelet électronique. Mais ça, on peut en bénéficier uniquement si on a une solution d'hébergement. Pour les personnes qui n'ont pas de solution d'hébergement, ou personne pourrait les héberger, etc., ils peuvent demander un placement à l'extérieur avec obligation d'être hébergés par une association. Ok. Voilà. Ça veut dire que finalement, l'administration pénitentiaire se décharge du volet hébergement pour ces personnes-là toujours écrouées et on donne la charge à un service associatif la plupart du temps. Ok. Voilà. Donc ça c'est voilà, pour poser un peu le cadre parce que c'est quand même un cadre un peu particulier. La structure dans laquelle je suis était avant un CHRS qui accueillait un tout autre public et y compris des personnes en placement à l'extérieur, et depuis janvier 2024 on accueille uniquement des personnes placées en placement à l'extérieur. C'est récent, en fait. Donc c'est assez récent. Ouais. De toute façon, le placement à l'extérieur, c'est une mesure qui existe depuis des années, mais qui n'est pas très courante et les magistrats ont un peu de mal à ordonner ce type de mesure-là. Et donc, du coup, ça fait qu'il y en a quand même très peu. Il y en a de plus en plus. C'est pour ça que les services s'ouvrent un peu, mais ça reste des mesures un peu à la marge quand même. D'accord. Bon, merci pour ces précisions. Ouais. Effectivement, le cadre est posé.
On vous écoute. Donc moi, du coup, dans mon expérience, je viens vous parler aujourd'hui d'une rencontre un peu particulière dans ce cadre-là de l'exercice donc de ma profession au sein de ce service. Je rencontre en fait, il y a presque 2 ans maintenant, un monsieur, donc je vais nommer monsieur P, qui arrive au sein du service, donc après un parcours et après une condamnation. Monsieur a été condamné par un tribunal correctionnel à une peine de 5 ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineurs de 15 ans par un ascendant. En fait, la particularité de cette situation, c'est que monsieur, il a été convoqué en audience, il a comparu libre et il a été écroué à la sortie d'audience. Ce qui, dans son parcours de vie, a été du coup particulièrement compliqué pour lui, parce que quand il est convoqué à l'audience, il sait pertinemment pourquoi il est convoqué et de quoi il va être question et il va être jugé par rapport à ces faits-là. Et pour autant, lui, il n'a pas idée qu'en fait, en sortant de l'audience, il va partir directement en détention. Il n'était jamais allé en détention de sa vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est notable, parce que dans les personnes qu'on rencontre quotidiennement, c'est souvent des personnes qui ont été condamnées lors du jugement, mais qui étaient déjà ce qu'on appelle avant en détention provisoire. Du coup, voilà, c'est un peu... Et ce monsieur, il avait, je sais pas moi, 4 ans pour aller se présenter au tribunal, ou 2 ans, ou comment ça se passe? Parce qu'il y va volontairement, ou il est convoqué? Non, en fait, il y a toute une enquête préliminaire, et donc il a été convoqué à de nombreuses reprises. Lui, son secteur, c'est un secteur plutôt de la campagne, donc c'est la gendarmerie. Il a été convoqué à plusieurs reprises par les gendarmes, etc. Et en fait, le temps de l'instruction, le jour où il est convoqué en audience, c'est que le juge a suffisamment d'éléments pour le juger, du coup, pour ces faits-là. Okay. Et donc, il y a une décision qui va être prise à ce moment-là, quoi. Mais lui, il s'y attend pas à... Il s'y attend pas, mais il y a une forme un peu de déni, parce que c'était évident que c'est comme ça que les choses allaient se passer. Mais en tout cas, lui, quand il raconte cette histoire, effectivement, il dit qu'il l'a vécu de manière complètement d'une façon violente, en fait, parce qu'il s'attendait pas du tout à ce que dès la sortie du tribunal, il soit directement en détention. Et pour autant, il reconnaît les faits? Oui. Il reconnaît les faits dès la première fois où il est entendu par la gendarmerie, ou d'ailleurs, un jour, il me raconte que il est convoqué à la gendarmerie et on lui dit au téléphone que c'est pour une certaine raison, qui n'est pas la raison valable, et lui-même, quand il entend ce pourquoi il est convoqué, il sait pertinemment que c'est pas pour ça, et il sait très bien les faits pour lesquels il va être convoqué. Cette situation-là, elle est à la fois singulière et à la fois elle est assez ordinaire, j'ai presque envie de dire, dans notre service, puisque en fait le service dans lequel je travaille, on travaille en partenariat avec un service Charles Perrins qui s'appelle Erios, qui travaille avec les auteurs de violences sexuelles sur mineurs particulièrement. Donc il y a toute une équipe, etc. Et donc nous on accueille beaucoup, aujourd'hui on a 17 places en placement à l'extérieur, je dirais, ce sont des chiffres que je les ai pas exactement, mais je pense qu'il y a au moins une dizaine 10 personnes dans lesquelles qu'on accueille, qui sont des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs, et qui sont passés par un centre de détention particulier qui est en Dordogne, qui s'appelle Mozac, qui est un centre en fait qui accueille quasi exclusivement des personnes auteurs de violences sexuelles. Pas que sur mineurs, mais en tout cas, la particularité, c'est qu'ils accueillent ce type de condamnés-là. Donc voilà, finalement, dans le cadre du placement à l'extérieur, on a beaucoup de personnes qui sortent de cette détention-là et qui ont cette problématique-là, en tout cas. Voilà. Donc ce monsieur P, je le rencontre il y a 2 ans. L'organisation en fait de notre temps de travail, c'est de rencontrer, donc on est chacune, on est 4 intervenantes, enfin 4 travailleuses sociales, on est 2 éducatrices, il y a une monitrice éducatrice avec nous et une conseillère en économie sociale et familiale. On fait toutes le même métier au quotidien. L'idée, c'est qu'on est chacune référente d'une personne accueillie. Et on est chacune aussi, chaque personne a une référente et une personne relais, en référente relais quand la référente est absente ou quand elle ne peut pas recevoir la personne accueillie. L'idée, c'est que dans la convention qui est passée donc avec notre service et avec les services du SPIP, donc du service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans la convention, il est noté qu'on doit rencontrer, nous, les personnes qu'on héberge, on doit les rencontrer à hauteur de 2 rendez-vous semaine obligatoires.
Donc 2 entretiens qui peuvent se faire au service ou qui parfois peuvent se faire directement sur le lieu d'hébergement ou à l'extérieur quand il y a des démarches à faire, etc. Donc moi c'est dans ce cadre-là, je suis référente de la situation de Monsieur P, de Monsieur P que je vais accompagner, et donc je le rencontre 2 fois par semaine dès le début de sa prise en charge. Globalement, les premiers temps, on va dire pendant les 3 premiers mois, et ça c'est un peu pour tout le monde pareil, le gros du travail d'accompagnement, ça va être vraiment sur des questions administratives, d'ouverture de droit, parce que les personnes sortent parfois de plusieurs, voire de nombreuses années de détention, donc il y a vraiment tout à retravailler avec eux, à remettre en place. Ça passe des droits à la CAF, par les impôts, par la sécurité sociale, par du soin, des gens qui n'ont pas été soignés depuis très longtemps, etc. Donc on fait vraiment, les premiers mois, c'est vraiment plutôt ce travail-là qu'on réalise donc à travers ces entretiens et les différentes démarches. C'est quand même un accompagnement qui est finalement hyper soutenu. Alors souvent quand on rencontre les gens pour la première fois, quand ils font des demandes de placement à l'extérieur, on est un peu insistante là-dessus parce que c'est vrai que c'est très particulier de rencontrer quelqu'un 2 fois par semaine. C'est hyper contraignant. On appelle ça, du coup dans le jargon, on dit souvent que c'est vraiment une forme d'auto-contrainte, c'est-à-dire finalement ils vont sortir de la détention, il n'y aura plus les murs de la détention, etc. Nous on va les héberger. Ils ont tout un tas d'obligations judiciaires, mais ça c'est la juge d'application des peines qui leur impose. Nous, le service qu'on va imposer, c'est vraiment ces 2 rendez-vous semaine. Donc souvent les personnes, oh non mais il n'y a pas de souci, bien sûr, sauf que j'aime leur dire souvent, mais par exemple vous dans les temps de détention, combien de fois vous avez rencontré votre conseiller de probation et d'insertion? À peu près 1 fois par mois, et encore parfois 1 fois tous les 2 mois, et là du coup ça va être 2 rendez-vous semaine où on va venir parler de vous, de ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous ferez demain, comment vous organisez votre temps, etc. Et ça c'est quand même très particulier à vivre. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose dans les premiers temps, puisqu'il y a toutes ces démarches administratives, bon finalement les rendez-vous ils sont assez vite remplis, etc. Au bout d'un certain temps, une fois que tout est mis en place, que l'insertion pro a été travaillée, en plus ce Monsieur P c'est quelqu'un qui a assez rapidement travaillé en fait, donc du coup l'insertion professionnelle s'est assez vite mise en place, et donc après on a eu beaucoup plus de temps pour parler de lui, de son quotidien, des angoisses qu'il peut traverser suite à sa sortie de détention, des questionnements de la vie, de tous les jours, etc. Et ça c'est vrai que à la fois ça rend les entretiens riches, et à la fois c'est aussi un peu compliqué pour eux de parler d'eux, etc. Dans cette situation, il y avait une adhésion de Monsieur P au dispositif que vous proposez. Il s'est pleinement engagé dans les démarches. Oui. Alors, c'est quasiment le cas pour tous, lui particulièrement, oui. Et puis, il était vraiment en demande de ces temps d'échange-là. Et puis aussi, finalement, assez rapidement, ce qui a été un peu l'accompagnement particulier avec lui, c'est qu'assez vite, il m'a questionné sur finalement, toute son histoire et toute sa situation. Qu'est-ce que ça me renvoyait à moi ? Ça a été une grande question qu'il a eue à de nombreuses reprises, de me dire, donc monsieur, c'est quelqu'un qui a agressé sexuellement sa propre fille. Et donc, il a quand même, ces questions sont régulièrement revenues sur, mais en fait, qu'est-ce que les gens vont penser de moi aujourd'hui? On me demande de m'insérer, etc., ou de me réinsérer. Qu'est-ce que communément les gens vont penser de cette histoire? Ça va se savoir. Il va falloir qu'aussi, qu'à un moment donné, quand j'aurai créé de nouveaux liens sociaux, etc., si on me demande pourquoi je vais aller en détention, qu'est-ce que je réponds? Un peu toutes ces questions-là, proprement de l'insertion sociale finalement, et de toutes les questions que ça a pu lui créer, en tout cas pour lui. Et donc, puisque ça fait des mois que je le rencontre, que je le rencontre 2 fois par semaine, etc., que la relation de confiance s'est établie, et puis pour le coup, on arrive à parler assez facilement de tout un tas de choses, eh bien, il en arrive, lui, en tout cas, rapidement à ces questions-là, et à me questionner moi, alors en tant que travailleuse sociale, mais de manière générale, en tant qu'individu, en tant que femme dans la société, vous êtes la représentante de la société. Exactement. À ce moment-là pour et lui. Donc, c'est un peu les questions qu'il me pose, et à différents, pendant plusieurs semaines, on aborde ce sujet parmi d'autres sujets, mais je sens que c'est quelque chose qui revient régulièrement, et parallèlement donc à notre accompagnement, il est accompagné par le service Arios, qui traite de ces questions, en tout cas plus d'un point de vue évidemment thérapeutique, mais quand même c'est très en lien avec le passage à l'acte, etc., et les faits, et donc du coup il arrive régulièrement à faire un peu le parallèle entre ce qui est traité en thérapie et ce qui est traité, ce que nous on aborde en tout cas dans les temps d'échange éducatif et d'accompagnement, et petit à petit on en arrive
en tout cas, lui vient un peu me dire « Ah, mais j'ai compris que finalement, ce type de fait-là arrive dans un certain type de contexte. » C'est ce qu'on travaille avec Herios. Et ce contexte-là, finalement, est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que dans mon histoire à moi de vie et de parcours de vie, est-ce que le contexte dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué, a été propice finalement à ce passage à l'acte-là? Ou est-ce que dans notre contexte, j'aurais aussi eu ce type d'agissement, etc. Voilà. Au fur et à mesure des mois, il me parle de plus en plus de sa vie à lui finalement et essaye de faire un peu un retour sur son enfance, les liens familiaux, etc. Sachant que quand il arrive en placement à l'extérieur, et ça depuis sa condamnation, il n'a plus aucun contact ni avec son ex-compagne, ni avec sa fille. Il en est même interdit. La justice lui en interdit. Il lui interdit même de revenir dans son département d'origine, là où vit sa fille. Donc il a perdu l'exercice d'autorité parentale. Enfin voilà, aujourd'hui, il tente en tout cas, dans le cadre de son placement à l'extérieur, de se reconstruire en tant que père. Il est régulièrement, il dit quand même cette statue-là, parce que c'est quelqu'un qui s'est occupé de sa fille depuis qu'elle était née, etc., qui a un vrai lien avec elle, qui a eu un vrai lien avec elle en tout cas, même si aujourd'hui il en a plus du tout, et qui du coup voudrait quand même se dire je suis père, et en même temps ce que j'ai commis, etc., ne me permet plus aujourd'hui d'être à cette place-là. Comment être père quand on a fait ça, Ouais. Et donc ça a été un grand travail, donc un travail qu'il a mené et qu'il mène, je l'imagine, je l'espère pour lui en tout cas toujours, parce que c'est un travail qui va durer un sacré paquet de temps. En tout cas, il avait beaucoup avancé sur ces questions-là, et un jour, à force de parler un peu de son histoire, etc., je lui fais... voilà, un peu la proposition sortie de nulle part, parce que j'avais jamais fait ça dans ce cadre depuis que je travaillais dans ce service-là. Je lui dis, tiens, moi, dans un autre emploi avant, j'ai utilisé quelquefois un peu sur un système de frise un peu chronologique, mais comme on l'apprend à l'école, etc., j'ai utilisé cet outil qui est pas en soi un outil, parce qu'il existe des outils un peu similaires, mais d'un point de vue thérapeutique qui est pas du tout mon utilité à moi, mais ça permettait en fait visuellement de se dire tiens, si on crée une frise depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, et vous m'en diriez vous ce que vous voulez, donc on marquerait des dates qui vous parlent, qui vous reviennent, et puis on pourrait comme ça essayer de construire quelque chose que vous puissiez vous visuellement voir en fait comment vous avez évolué, qu'est-ce qui a été marqué pour vous, et qu'est-ce que vous en comprenez, etc. Donc Monsieur P est hyper intéressé, ah oui, alors à quoi ça pourrait ressembler, etc. Et on prend au moins un ou deux entretiens entiers à se mettre d'accord finalement, lui et moi, à comment on va constituer cette frise. Donc on la mettrait, voilà, on ferait une flèche comme ça, donc on prendrait une feuille à l'horizontale, et on mettrait où les dates et quelles couleurs, et en fait on décide ensemble qu'on mettrait en haut de la... Enfin, on inscrit comme ça une flèche, et en haut de la flèche on mettrait tout ce qui est des éléments personnels de sa vie personnelle, et en bas de la flèche on mettrait tous les éléments de sa vie professionnelle ou scolaire selon l'âge, etc. Ah oui, super, donc on mettrait telle et telle couleur, etc., pour que ça ressorte bien. Et donc la question de qui écrit, parce que du coup c'est vous qui allez avoir les dates, etc. Ah ben, il me dit non, je préfère que ce soit vous qui écrivez, comme ça il me dit je vais plus me rendre compte si c'est visuellement, si ça correspond bien, sera mieux fait. Donc ok, une fois qu'on a mis, donc vraiment ça a pris, dans mon souvenir, au moins 2 rendez-vous juste sur l'organisation technique, c'était hyper important pour lui, parce que quitte à faire ça, il fallait vraiment que ça soit bien... Et donc on part là-dessus, et après chaque entretien, donc moi je laissais libre, l'idée c'était pas qu'on se voit que pour ça, parce qu'il y avait aussi d'autres choses à régler du quotidien, entre-temps peut-être, et je lui avais laissé la possibilité de dire ça on le range dans votre dossier, on a un dossier papier du coup pour chaque personne accompagnée, donc à chaque fois c'est rangé dans votre dossier, et le jour où vous avez envie qu'on travaille un peu sur ces questions-là, vous me dites, et puis on fait, et finalement pendant... quelques mois, je ne sais même plus combien de mois en tout, systématiquement, enfin quasi chaque semaine, au moins une fois par semaine, il revenait sur cette on pourrait continuer. Au départ, ça a été hyper simple pour lui et fluide d'échange. J'ai eu des dates. Alors, ce monsieur, quand je le rencontre, il a 46 ans, donc il a quelques années derrière lui à me raconter, etc. Il est hyper précis sur les années de son enfance, sur des choses qui se passent pour lui, pour sa famille, des décès, des naissances, etc., des déménagements. Vraiment, c'est très précis, si bien que la frise, elle est vraiment... il nous faut je sais pas combien de feuilles, ça n'arrête pas. Enfin, c'est vraiment hyper détaillé. Ouais. Et il y a un moment donné où il y a des entretiens où ça devient plus compliqué, il est un peu malade, il n'a pas du tout envie de faire cette frise, mais moi je lui demande pas en fait, donc je lui dis oui mais il n'y avait pas d'obligation, oui non mais
on pourrait quand même un peu la faire, mais non, mais là, je sens que tout se complique un petit peu comme ça. Il m'en parle quand même à chaque fois, mais du coup, il rend les choses un peu, tout d'un coup, ça devient un peu impossible. Quand même, on l'apprend, puis on n'écrit pas grand-chose, puis c'est pas tout à fait comme ça. Puis après, il faut changer de couleur, et puis en fait, tout le cadre sur lequel on s'était mis d'accord au départ et qui a fonctionné pendant des semaines, ça se modifie, c'est pas comme ça, c'est pas tout à fait ça. Enfin bref, et du coup, je sens que là, ça devient un peu compliqué d'un exercice. Et donc, on fait un peu le parallèle parce qu'il continue son travail thérapeutique à côté. Et en fait, je comprends qu'il a beaucoup parlé de ce qu'on avait fait, nous, sur cette frise, dans son travail thérapeutique. Okay. Et donc là, je reprends avec lui l'idée que ce sont 2 espaces différents, ou que l'un, lui, il reste la même personne, donc qu'il utilise l'un avec l'autre, etc., ça lui appartient. Mais du coup, de pouvoir un peu lui dire, peut-être, c'est pas, si ce travail thérapeutique-là, il est en cours, peut-être c'est le moment d'arrêter là, ou de continuer peut-être avec le côté thérapeutique, etc. Bon, lui, il me dit que c'est 2 choses différentes, d'accord. Et finalement, on en arrive à une période de sa vie où c'est vraiment la page blanche. Il a rien à me dire. Il se passe rien, ça c'est vraiment des années, il s'est rien passé, il a pas de souvenirs, il voit pas, le travail ça n'allait pas trop, sa vie personnelle ça n'allait pas, mais il y a trop rien à en dire, etc. Et c'est comme ça pendant 2-3 ans, donc il arrive à me donner des petits éléments, mais c'est vraiment pas grand chose, et puis finalement on échange un peu d'autres choses, mais je sens que cet outil-là, il est hyper important pour lui, tout autant qu'il le dérange. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Donc là, j'en reparle un peu avec mon équipe. Je leur dis, je suis hyper embêtée, j'ai proposé ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça l'était, mais là, tout d'un coup, ça devient un outil, ça marche pas du tout. Je sais pas comment faire avec lui. Je vois bien que ça l'embête et qu'il se sent un peu engagé dans quelque chose dans lequel, c'était pas... Et en fait, on discute donc en équipe, et c'est vrai qu'il y a un vrai truc d'engagement, et de ma part et de la sienne, où finalement, il y a un vrai travail qui se met en place pour lui. Et un jour, on fait un entretien, et je reparle pas comme d'habitude de cette frise, et il me dit, au fait, est-ce que vous pouvez sortir la frise, etc. Et là, il me dit, c'est lui qui va écrire. Il se met à écrire exactement les années où effectivement il y a eu le passage à l'acte. Et il me dit en fait c'est à ce moment-là que les choses ont commencé, et donc il m'explique pourquoi, comment à l'époque dans sa tête cette idée arrive, comment aussitôt il la regrette, et comment il rentre finalement dans un espèce de processus où il dit je sais que c'est mal, je sais que je dois pas du tout commettre ce type d'acte, etc. Et en fait ma situation, mes angoisses, etc. font que j'arrive pas du tout à sortir de ce schéma. Et en fait il dit à la fin, il souhaite que la frise se termine comme ça. Il me dit à la fin, j'ai cet appel là du commissariat, je suis convoquée et je sais que ça va être la fin, et enfin on m'arrête. Et là, il me dit, effectivement, on arrive, il s'avère que c'est la fin de notre page, de nos nombreuses pages, parce qu'en fait, on a plein de pages, on fait plein de pages de frise, on arrive à la fin de cette page-là. Et il me dit, et je voudrais qu'on arrête cette frise.
Donc on arrête, très bien, ça vous appartient. Et finalement, après ces temps-là et ce travail-là, il y a eu plein d'entretiens où ce monsieur a pu me renvoyer le fait que pour la première fois, il avait pu en parler. Tout ce travail où on a beaucoup parlé de lui, etc., lui avait permis de me parler librement et de sentir qu'il n'y avait pas forcément de jugement et qu'en fait, il pouvait non pas du tout excuser les faits, mais du coup, parler de ce qu'il avait vécu, de comment il avait vécu et comment les choses arrivent dans un contexte qui était le sien. Et du coup, comment aujourd'hui il allait pouvoir se construire avec. Il finit par me dire, vous êtes la première personne à qui je le dis comme ça, et je vous ai tout dit en tout cas en lien avec ces histoires-là. Et il me dit, ça me fait du bien. En fait, il y a un truc où j'ai un peu lâché là-dessus, et finalement, je vais pouvoir aujourd'hui reconstruire des choses en disant, ça fait partie de moi, c'est pas comme si ça n'existait pas. Et c'est vrai que ces rendez-vous-là, où tout d'un coup il se passait rien, où c'était tendu, où moi, je me suis dit, oh là là, dans quel truc je me suis mis là, je maîtrise plus du tout cet outil qui était pas vraiment un outil, j'ai pensé ça, enfin ouais. Et du coup, c'est vrai que, en tout cas, dans notre rencontre et puis dans cet accompagnement-là, il s'avère qu'après, on arrive, il s'est passé des mois, etc. Quand les personnes sont en placement à l'extérieur, puisqu'ils sont toujours sous écrou, en fait, ils peuvent bénéficier des remises de peine, comme n'importe quel condamné. Et en fait, lui, il arrive à un moment où il va passer en commission pour les remises de peine, il les accepte et il a 3 mois, je crois, de mémoire de remise de peine, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir sa levée d'écrou 3 mois plus tôt. Et en fait, ça veut dire que, puisqu'il les a acceptés, sa levée d'écrou, elle va se faire assez rapidement, dans 1 mois et demi. Donc finalement, vite, on est un peu poussé dans la fin du dispositif, parce que le dispositif est créé comme ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à la fin de leur placement à l'extérieur, finalement, c'est aussi une fin de prise en charge et d'hébergement de notre côté. Donc il faut après trouver, c'est des choses qu'on avait déjà travaillé en amont, mais en tout cas trouver une orientation, etc. Et ce monsieur avait donc pour projet, en fait, à moyen terme, d'aller vivre dans un autre département et d'aller vivre dans les Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, dans ces cas-là, il me dit, je vais faire des démarches, etc. et je vais partir. Et du coup, au bout d'1 mois et demi, il a trouvé le boulot, le truc qu'il fallait, un hébergement, etc. Sa levée d'écrou arrive. Et puis, du coup, on se dit au revoir aussi au même moment, quasiment, de la levée d'écrou, puisqu'il déménage et qu'il part vivre dans un autre département. Et à ce moment-là, du coup, on arrive dans un moment où, habituellement, quand les personnes ont leur levée d'écrou, soit on les accompagne, soit ils viennent après un rendez-vous avec nous, et on fait un peu un espèce d'entretien un peu bilan, et surtout, c'est l'occasion pour nous de leur remettre tout ce qu'on avait en documents administratifs, notamment, tout un tas de papiers qu'on avait conservés s'ils l'avaient souhaité dans leur dossier, etc. Et nous, on leur remet tout, et le reste, du coup, est déchiqueté, enfin bref, on ne conserve pas, quoi. Et donc on en arrive à ce bilan-là du dossier, et je lui dis, donc là, vos documents, je lui redonne tout, etc. Et cette fameuse frise, qu'est-ce qu'on en fait? Vous la conservez? Il me dit, vous voulez pas la garder? Non, je peux pas la garder. Puis il y avait vachement d'éléments de votre vie, etc. Et donc il me dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'il la prend dans ses mains, il me dit, on va la déchirer nous. Comme ça restera qu'entre nous, et tout ce qui est... Et donc il déchire en 1000 petits morceaux donc ces documents, parce qu'il y avait, je sais pas, 5-6 feuilles peut-être de cette frise, il déchiquette tout ça, etc. Et du coup il met au milieu du bureau, là, il me dit, comme ça là, ça reste entre nous. Et vraiment, ça a été un moment où vraiment on s'est dit au revoir, où il a pu me dire merci pour ces échanges, etc. Et du coup il y a quelque chose qu'il me dit, et je garde un peu en tête, c'est vraiment cette histoire d'écouter sans juger. Et à de nombreuses reprises, il me l'a pu me dire en me disant, en fait, vous êtes capable de ça, d'écouter sans juger, alors qu'il me dit, effectivement, ce que je vous ai dit est hyper dur à entendre, et socialement, c'est très dur, et c'est sa grande inquiétude de comment je vais me réinsérer et comment je vais pouvoir parler de tout ça. Et pour le coup, cet accompagnement-là, et d'avoir affaire à des travailleurs sociaux, ça lui a permis ça, de dire, finalement, il y a des choses qui peuvent être entendues, et sans être forcément jugées. Voilà. Alors, justement, moi, j'ai une question, justement, par rapport à ça, parce que bon, le sujet de l'inceste, comme vous dites, c'est quelque chose de difficile à entendre, hein. C'est un sujet quand même qui renvoie à l'innommable, à l'horreur un peu pour la plupart des personnes. Et cette phrase d'entendre sans juger, comment on fait quand on est professionnel pour mettre de côté un petit peu tout, les préjugés qu'on peut avoir sur ce sujet-là en particulier, et rester neutre? Alors, je ne sais pas si on peut rester neutre sur un sujet comme celui-ci. En tout cas, d'être professionnel et d'accompagner ce public-là, ça demande, en tout cas pour ma part, une formation particulière. Ce DU en psychocriminologie m'a beaucoup aidée, parce que du coup, ça m'a permis de théoriser un certain nombre de choses et de comprendre finalement
le contexte, ou en tout cas de comprendre une situation familiale, comment à un moment donné elle peut se dessiner d'une manière incestuelle ou incestueuse. Est-ce qu'il y a le passage à l'acte, pas le passage à l'acte, parce que finalement c'est des fonctionnements familiaux incestuels qui peuvent parfois, qui arrivent parfois. Et c'est vrai que du coup ces apports théoriques-là m'ont dans un premier temps permis de prendre en tout cas du recul et de me dire il y a une compréhension, c'est-à-dire tout d'un coup je prends pas ces informations sur de l'affect comme ça en me disant mais c'est horrible, mais comment on peut, etc. J'arrive à m'en décaler en me disant quelque part la théorie me permet ça, de me dire ah oui, dans la compréhension il y a peut-être ça, etc. Et ça permet un peu cette prise de recul. Et après je dirais dans l'accompagnement c'est le fait qu'on soit une équipe et qu'on en parle énormément, c'est-à-dire que vraiment on est toutes les 4, alors en plus on est que des femmes à travailler dans ce service-là, on parle très régulièrement des situations et on parle très régulièrement de ce qu'on a ressenti ou des questions que ça nous pose. Ces entretiens, il y a des entretiens qui sont plus difficiles que d'autres, il y a des entretiens où même si chacune on arrive à se dire là il y a eu ça et ça, je sais pas comment aborder tel sujet, les grands, une de nos missions principales, c'est quand même la prévention de la récidive. Donc on a aussi des formations vis-à-vis de tout ça, en lien aussi avec Erios. Il n'est pas rare qu'on appelle le service Erios en disant ah voilà monsieur il a dit ça, ou il s'est comporté comme si, moi je sais pas, ça m'inquiète un peu, etc. Et donc avec eux nous apportent aussi énormément d'éléments, etc. Ce qui nous permet de rester un peu à distance et de se dire bon bah là en fait finalement ce qui a été dit ou ce que j'ai entendu, bon je l'ai pris comme ça parce qu'effectivement c'est pas rien et que c'est hyper difficile d'entendre ça, mais finalement dans un second temps peut-être qu'il y a une compréhension que je peux avoir différemment parce que j'en ai parlé avec ma collègue, parce que j'ai passé un coup de fil au psychiatre, etc. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe et de théorisation qui nous permet un peu cette prise. Même sur la terminologie, c'était intéressant parce que tu parles de... je sais plus comment tu dis, agression, c'est un agresseur sexuel sur mineur de moins de 15 ans. Moi je dis c'est un pédophile. Mais du coup, est-ce que c'est un pédophile? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, est-ce que c'est une façon de mettre de la distance? Est-ce que c'est des termes plus techniques, etc.? Est-ce que ces termes techniques viennent justement contribuer à mettre de la distance? Alors, je suis pas... c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce qu'il y a il y a une distinction, il faudrait il y a des éléments très cliniques qui le permettent. Il y a une distinction entre la pédophilie, en tout cas qui est une paraphilie, ça veut dire qui est quand même quelque chose de la vie sexuelle, qui est une attirance pour les enfants dans le domaine de la vie sexuelle, à proprement parler. Et c'est un peu différent. On accueille aussi des personnes qui ont cette problématique-là. C'est un peu différent, mais je pourrais pas dire que ça soit pas de la pédophilie, parce que ça me paraît être ça va contre la définition même du terme, mais en attendant, il y a aussi des situations de personnes qui ont commis des passages à l'acte, des agressions sexuelles sur leurs propres enfants, ou en tout cas dans le domaine familial, et là il y a quand même des distinctions, c'est-à-dire c'est pas forcément une attirance pour les enfants qui se passe à ce moment-là, mais c'est plutôt une confusion des places, c'est plutôt une confusion, voilà, ça paraît un peu alors ça veut pas dire que c'est moins c'est que la pédophilie apparaît plus comme une forme de déviance, alors que dans le cadre d'un passage à l'acte au sein de la famille, effectivement il y a la question d'histoire familiale, il y a la question parfois des traumatismes aussi que la personne a vécu, et ça s'inscrit dans un événement de vie, et ça ne s'inscrit pas dans une déviance, dans quelque chose je dirais de plus profond et qui est inhérent à la personnalité. Souvent ces personnes-là, dont Monsieur P, mais la plupart des personnes qui ont commis ces faits dans le cadre familial, ils apprécient, en tout cas c'est important pour eux de dire qu'ils ne sont pas attirés sexuellement par les enfants. Ce qui est complètement paradoxal. Enfin, qui dans une première lecture peut sembler en tout cas paradoxal, effectivement. Et parfois c'est la question d'un amour sans limite vis-à-vis de son enfant dont il est question, un amour effectivement qui ne devrait pas s'exprimer de cette façon-là, mais c'est parfois le sentiment de trop aimer son enfant et qui amène à agir de cette façon-là. Moi, je voudrais surtout revenir sur l'accompagnement que vous avez proposé à ce monsieur. Voilà, vous êtes là pour l'accompagner dans ses démarches, dans un premier temps, de réinsertion administrative, l'emploi, la santé et tout ça. Et au fur et à mesure, se crée une relation peut-être de confiance qui vous permet
proposer autre chose, la mise en place de cette frise chronologique. Est-ce que c'est l'écoute et la posture que vous avez eue en amont qui a permis d'engager ce travail-là? Je pense que c'est aussi la manière dont la relation de confiance est mise en place, ouais. Et je pense que c'est aussi une question de moment de vie, c'est-à-dire que je pense que c'était aussi le bon moment pour ce monsieur d'en être là et de pouvoir parler aussi de lui comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un, s'il avait bénéficié d'un placement à l'extérieur 1 an avant, ça n'aurait pas été possible. Il n'en était pas là dans son travail. Il y avait quand même un gros travail thérapeutique engagé depuis un moment, puisque ça avait commencé en détention, et du coup, à sa sortie de détention, c'était vraiment en place, et c'est un travail qu'il avait beaucoup investi. Donc je pense que tout ça a permis qu'à un moment donné, la relation, elle lui permette à lui d'échanger autant sur sa vie, etc., et se questionner autant, et certainement à moi aussi, le voyant un peu évoluer comme ça, de m'autoriser à un moment donné à proposer quelque chose d'un peu différent, ou en tout cas d'être sur cette relation-là de confiance, et de pouvoir aborder. Pour le coup, la question des faits, on l'aborde quasi systématiquement, alors pas au début de la prise en charge, mais au fur et à mesure du temps, parce que ça fait aussi partie des choses qui nous sont demandées. Dans le cadre de la prévention de la récidive, c'est quelque chose que nous, on doit aussi pouvoir aborder avec eux. Ce qui permet aussi pour nous et pour le service de pouvoir travailler avec eux sur comment on se réinsère finalement, comment on recrée des liens, et comment on va faire, comment ils vont faire en sorte de ne pas recréer le même type d'accompagnement familial et social tel qu'ils l'avaient par le passé, quoi. De pouvoir opérer, il y a des situations sur lesquelles on va pouvoir dire, mais là vous m'avez parlé vous avez rencontré un tel, mais un tel a par exemple, je sais pas, des enfants, comment ça va se passer, votre problématique, etc. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir aborder sur la manière dont il se réinsère globalement, et c'est vrai que selon la relation qu'on a eue avec la personne, et comment lui, il est en capacité de parler de lui et de ce qu'il peut ressentir et d'où est-ce qu'il en est, ça nous permet à nous de s'ajuster un peu et de pouvoir des fois proposer ce type d'accompagnement ou pas. Et Emeline, sur l'outil en lui-même, utiliser l'histoire de soi, retracer l'histoire de soi, on voit bien qu'on passe au début, c'est toi Amandine qui écrit, après c'est lui qui écrit, finalement tout est déchiré. On voit bien qu'à travers un outil assez simple, finalement, derrière il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. On voit qu'il vient se réapproprier son histoire, et voilà, c'est un monsieur en tout cas qu'on sent dans une capacité à se poser des questions et à réfléchir sur lui-même, et à pouvoir élaborer, et finalement à reconnaître voilà cet acte, mais non pas voilà, quelqu'un en tout cas qui ne semble pas non plus se réduire à cet acte, puisqu'il retrace son histoire, son parcours, et que de cet accompagnement éducatif on bascule vers un accompagnement très thérapeutique finalement, puisque ce sont des outils voilà, que les psychologues peuvent tout à fait utiliser. Ça vient marquer quelque chose, ça vient remettre du sens là où finalement, y compris chez l'agresseur, il peut y avoir ce sentiment d'incompréhension par rapport à ce qu'il a commis. Et ça permet en tout cas de se reconnecter parfois à l'événement, de prendre conscience voilà, de son acte, de l'interdit, du traumatisme, des conséquences voilà, que ça peut avoir. On ne peut pas isoler un acte comme ça de son propre parcours. Et donc c'est ça qui est intéressant, et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que lui vraiment chaque mot, chaque geste ou chaque réflexion qu'il a pu avoir, on voit qu'elle était pensée. C'est blanc, on voit bien en tout cas cette défense à un moment donné, il ne veut pas voir, il ne peut pas voir à ce moment-là, et puis à un moment les choses lui reviennent et il accepte à ce moment d'en parler. Je trouve qu'il y a quand même un vrai travail d'introspection chez le monsieur, et effectivement une relation de confiance qui permet de déposer toute son histoire et revenir sur ses faits.
En tout cas, on voit à l'œuvre qu'il y a quand même plusieurs mécanismes psychologiques qui se mettent en place. Hein. Il y a, oui, d'abord j'accepte de parler de moi, il y a la phase de déni, et est-ce qu'on peut aussi, à un moment donné, parler de... Je dirais pas de déni, il y a une phase d'évitement, parce qu'il a conscience quand même dès le départ, ne serait-ce que quand on l'appelle et qu'on lui dit voilà, vous êtes convoqué, il le sait, donc il n'est pas dans le déni. Mais à un moment, il y a une phase, oui, d'évitement, parce que c'est prendre aussi conscience. Et in fine, à travers tout ce parcours, est-ce qu'à la fin, vous dites, il y a une forme de libération à travers cette reconstruction, une forme de libération? Est-ce qu'il y a, c'est un acte de résilience aussi pour cette personne-là, ou c'est difficile à dire. C'est difficile. Oui, c'est plutôt une réponse, oui, qui lui appartient. C'est-à-dire que je pense qu'il il semble avoir fait déjà un gros travail, mais que le travail n'est pas fini et qu'il va se poursuivre accompagné, seul, probablement que l'évolution de sa vie créera des résurgences de tout ça. Donc la question de la résilience se pose personnellement, et c'est une question sur un temps long, très 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 long. Et sur le fait qu'à un moment donné, vous avez eu le sentiment d'être dépassé un petit peu par cet outil, parce qu'il produisait. Vous étiez dans un travail de partenariat aussi avec l'équipe de Charles Perrins. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu se discuter justement avec les collègues de Perrins? On faisait régulièrement des synthèses en plus, on peut faire des points avec eux, ce qu'ils appellent synthèse. Et effectivement, là, j'avais pu en discuter, me sentant moi un peu débordée par quelque chose qui semblait aller bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Donc du coup, on avait pu en discuter effectivement avec... De toute façon, le travail partenarial, il est hyper important avec tout le volet thérapeutique, etc. Pour nous, c'est primordial. Et le travail d'équipe en première ligne presque, parce que ce sont mes collègues de proximité, celles que je vois le plus, mais après avec les services Charles Perrins, etc., c'est des services ça nous aide beaucoup à travailler avec ce public-là. Est-ce que vous avez réutilisé cet outil avec d'autres personnes? Pas depuis. Non, parce que non, c'était pas possible, ou parce que ça m'est pas... Peut-être ça m'arrivera de nouveau, mais jusqu'alors, j'ai pas vu opportun de proposer ce type de... C'est cette rencontre-là. Oui, qui a particulièrement. Oui. Je pense que ce qui avait permis, c'est effectivement cette rencontre-là, et là où on était ce monsieur, effectivement, le travail qu'il avait déjà mené et qu'il avait bien avancé sur lui, le fait qu'il reconnaisse les faits depuis le départ, etc. Tout ça a permis qu'on puisse, que je puisse en tout cas moi me sentir libre de proposer ce type d'accompagnement. Aujourd'hui, ça ne s'est pas de nouveau présenté, mais ça se représentera peut-être à l'avenir. En tout cas, c'est un récit qui est très riche. Merci. Moi, j'ai vraiment apprécié de vous écouter, parce qu'en plus, vous décrivez ça vraiment très très bien. Donc merci. Merci Amandine, parce qu'on pourrait rester des heures en fait, parce que moi j'ai encore plein de questions et je vois le temps qui passe. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités. C'était Babillage Social. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour échanger de nouveau autour des situations du social et du médico-social. Si vous aussi vous avez vécu une situation professionnelle que vous aimeriez partager, vous pouvez nous contacter sur contact@babillage-social.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette émission.